Ma propre mère m'a abandonnée à l'aéroport alors que je n'avais que 8 ans, me laissant avec pour seul bagage un sac à dos, tout cela pour profiter de vacances luxueuses avec son nouveau mari et ses enfants. Lorsque je l'ai appelée en pleurant, elle m'a froidement répondu « Débrouille-toi. Je ne vais pas gâcher mon voyage de famille parfait pour tes drames sans intérêt. » Son nouveau mari a ajouté « Certains gamins ont juste besoin d'apprendre la véritable indépendance à la dure. » En arrière-plan, ses enfants gâtés riaient. Enfin de vraies vacances sans le bagage indésirable, a-t-on pu entendre. Elle a renchéri, arrête d'être si pathétique et en demande d'attention. Trouve ton propre moyen de rentrer. Et j'ai trouvé une solution, j'ai appelé mon père, dont j'étais éloignée, qui est arrivé en jet privé. À son retour, ma mère a trouvé ma chambre vide et des papiers juridiques qui l'attendaient. Je m'appelle Léa et, à l'âge de 8 ans, mon monde tournait autour de ma mère, Annette. Elle était tout pour moi après le divorce de mes parents quand j'avais 5 ans. Mon père, Gordon, avait pratiquement disparu de nos vies après la séparation. Maman me disait toujours qu'il était trop occupé par son empire commercial pour se soucier de nous, qu'il avait choisi l'argent plutôt que sa famille. Je la croyais sur parole. Maman s'est remariée quand j'avais 7 ans avec un homme nommé Calvin, qui avait 2 enfants, Kylie, 10 ans, et Noah, 9 ans. Dès le début, il était clair que j'étais l'intruse dans cette nouvelle cellule familiale. Calvin ne faisait aucun effort pour cacher sa préférence pour ses enfants biologiques, et ma mère semblait accepter tout ce qui pouvait rendre son nouveau mari heureux. Kylie et Noah étaient tout ce que je n'étais pas aux yeux de Calvin. Ils étaient confiants, exigeants et savaient exactement comment manipuler les situations à leur avantage. Kylie avait cette façon de sourire doucement aux adultes tout en étant absolument méchante avec moi dès qu'ils avaient le dos tourné. Noah était plus direct dans sa cruauté, cassant souvent, accidentellement, mes jouets ou renversant des choses sur mes devoirs. Les problèmes ont commencé petit à petit. Des soirées cinéma en famille où l'on me disait qu'il n'y avait plus de place sur le canapé. Des fêtes d'anniversaire où Kylie et Noah avaient droit à des célébrations grandioses tandis que la mienne était oubliée ou organisée à la hâte. Des photos de vacances où j'étais systématiquement coupée au cadrage ou reléguée sur les bords. J'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait, mais je sentais la distance froide grandir entre ma mère et moi. Tout a culminé lors des vacances de printemps de mon année de CE1. Calvin avait prévu un voyage élaboré de 2 semaines à Hawaï pour la famille. J'étais tellement excitée que j'ai à peine dormi pendant les semaines précédant le départ. Je n'avais jamais pris de vraies vacances, et l'idée de construire des châteaux de sable avec maman et peut-être enfin tisser des liens avec mes nouveaux frères et sœurs me remplissait d'espoir. Le matin du départ, je me suis réveillée tôt et j'ai soigneusement préparé mon petit sac à dos violet avec ma peluche préférée, quelques livres et le nouveau maillot de bain que maman m'avait acheté. Je vibrais pratiquement d'excitation pendant le trajet vers l'aéroport. Calvin semblait inhabituellement silencieux, et Kylie et Noah n'arrêtaient pas d'échanger des regards complices qui me mettaient mal à l'aise, mais j'ai repoussé ces sentiments. À l'aéroport, tout semblait normal au début. Nous nous sommes enregistrés pour notre vol, et je serrais fort ma carte d'embarquement, lisant « Honolulu, encore et encore ». Puis Calvin a dit qu'il devait aller aux toilettes et a emmené Kylie et Noah avec lui. Maman a dit qu'elle allait chercher un café et m'a dit d'attendre près de notre porte d'embarquement. Je suis restée assise là pendant ce qui m'a semblé être des heures, regardant les familles monter dans les avions et me demandant quand la mienne reviendrait. D'autres enfants couraient avec leurs parents, riant et excités par leur voyage. Je n'arrêtais pas de vérifier la grande horloge au mur, notant que notre heure de départ approchait. Finalement, j'ai décidé d'appeler le portable de maman. Quand elle a décroché, il y avait de la musique forte et des rires en arrière-plan. « Maman, où es-tu ? Notre avion va bientôt partir. » Il y a eu un silence. Puis sa voix s'est fait entendre, froide et distante d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. « Léa, écoute attentivement. Tu ne viens pas avec nous. » Je ne comprenais pas. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » J'ai mon billet. Je suis à la porte d'embarquement. Je veux dire que tu restes là. Calvin pense que ce serait mieux si c'était juste notre nouvelle famille pour ce voyage. Tu peux te débrouiller. Je ne vais pas gâcher mon voyage de famille parfait pour tes drames sans intérêt. J'ai commencé à pleurer, ne comprenant pas ce qui arrivait. Mais maman, je ne sais pas comment rentrer à la maison.
Je n'ai que 8 ans. La voix de Calvin a retenti à travers le téléphone, dure et méprisante. Certains gamins ont juste besoin d'apprendre la véritable indépendance à la dure. Peut-être que ça te forgera le caractère. En arrière-plan, je pouvais entendre Kylie et Noah rire. La voix de Kylie portait clairement, enfin de vraies vacances sans le bagage indésirable. La voix de ma mère est revenue, et ce qu'elle a dit ensuite est gravé dans ma mémoire pour toujours. Arrête d'être si pathétique et en demande d'attention, Léa. Trouve ton propre moyen de rentrer. Tu es assez intelligente pour te débrouiller. La ligne a été coupée. Je suis restée là, au milieu de l'aéroport international de Denver, âgée de 8 ans, serrant un téléphone et un sac à dos, complètement seule. La réalité de ce qui venait de se passer m'a frappée comme un coup physique. Ma propre mère m'avait abandonnée. La femme qui était censée me protéger, m'aimer inconditionnellement, m'avait laissé en plan à des centaines de kilomètres de chez moi sans une seconde pensée. La sécurité de l'aéroport m'a trouvée environ 20 minutes plus tard, sanglotant de manière incontrôlable près de la porte. Ils étaient gentils, mais visiblement confus quant à la raison pour laquelle une enfant s'était retrouvée seule. Quand j'ai essayé d'expliquer que ma mère m'avait laissée, ils ont d'abord pensé qu'il y avait eu un malentendu. Ils m'ont emmené au bureau des services familiaux de l'aéroport, une petite pièce aux décorations joyeuses qui semblait surréaliste étant donné ma situation. Une femme douce nommée Madame Vika s'est assise avec moi pendant qu'ils essayaient de comprendre quoi faire. Ils ont appelé le téléphone de ma mère à plusieurs reprises, mais ils tombaient directement sur la messagerie vocale. Dans le cadre de leur protocole standard pour les mineurs non accompagnés, le bureau de sécurité de l'aéroport enregistrait toutes les conversations téléphoniques pour la protection juridique. Ma chérie, dit doucement Madame Vika. Y a-t-il quelqu'un d'autre que nous pouvons appeler ? Un autre membre de la famille ? J'ai réfléchi intensément. Maman avait toujours dit que mon père ne voulait rien avoir à faire avec nous, mais c'était la seule autre personne à laquelle je pouvais penser. Je me souvenais à peine de lui, juste des fragments d'un grand homme aux yeux gentils qui me lisait des histoires avant de dormir. Mais j'avais secrètement mémorisé son numéro de téléphone des années auparavant, dans le vieux carnet d'adresses de maman, quand j'étais curieuse à son sujet. Mon papa, ai-je chuchoté, mais maman dit qu'il ne s'intéresse pas à moi. Madame Vika m'a encouragée à essayer quand même. Les doigts tremblants, j'ai composé le numéro que j'avais mémorisé et gardé caché dans mon cœur pendant si longtemps. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'une voix familière ne réponde. Gordon Calvinson à l'appareil. Papa. Le mot est sorti comme un murmure à peine audible. Il y a eu un silence de mort à l'autre bout, puis une forte inspiration. Léa. Léa, c'est toi. Oui, ai-je réussi à dire à travers mes larmes. Papa, j'ai peur. Maman m'a laissé à l'aéroport et je ne sais pas quoi faire. Ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde, moi y compris. La voix de mon père a complètement changé, devenant urgente et concentrée. Où es-tu exactement ? Quel aéroport ? Denver. Maman était censée m'emmener à Hawaï, mais elle a dit que je ne pouvais pas venir, et maintenant je suis seule et je ne sais pas comment rentrer. Écoute-moi très attentivement, ma chérie. Tout va bien se passer. Je veux que tu restes exactement où tu es. Passe le téléphone à l'adulte qui est avec toi. J'ai tendu le téléphone à Madame Vika. Je ne pouvais entendre que son côté de la conversation, mais son expression est passée du scepticisme à la surprise, puis à quelque chose ressemblant à de la stupéfaction. Oui, monsieur. Oui, je comprends. Elle est en sécurité avec nous. Combien de temps cela prendra-t-il ? Un jet privé ? Oui, monsieur. Nous la tiendrons prête. Quand elle a raccroché, elle m'a regardé avec des yeux nouveaux. Ma chérie, ton père vient te chercher. Il sera là dans 3 heures. Je n'arrivais pas à y croire. Le père qui, soi-disant, ne se souciait pas de moi, laissait tout tomber pour venir me chercher. Au cours des heures suivantes, Madame Vika m'a aidé à manger un peu et à appeler mon école pour leur faire savoir que je ne reviendrai pas avant un moment. Elle m'a posé des questions douces sur ma vie à la maison, et je me suis retrouvée à lui raconter des choses que je n'avais jamais dites à personne, sur à quel point les choses étaient devenues différentes depuis que maman s'était remariée. Fidèle à sa parole,
exactement 3 heures plus tard, Madame Vika a reçu un appel annonçant que mon père était arrivé. Quand je l'ai vu marcher vers moi à travers l'aéroport, je l'ai à peine reconnu. Mais quelque chose au fond de moi savait que c'était mon papa. Il était grand et distingué, portant un costume coûteux, mais ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré. Il s'est agenouillé à ma hauteur et a ouvert ses bras. J'ai couru vers lui sans hésitation, et quand il m'a serré dans ses bras, je me suis sentie plus en sécurité que je ne l'avais été depuis des années. Je suis tellement désolée, ma puce. Il a chuchoté dans mes cheveux. Je suis tellement désolée. Alors que nous traversions l'aéroport, j'ai remarqué que les gens nous regardaient. Mon père avait une présence qui imposait le respect. Quand nous avons atteint son jet privé, j'avais l'impression d'être dans un film. L'intérieur ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu, avec des sièges en cuir et des panneaux de bois poli. Pendant le vol vers sa maison à Seattle, mon père et moi avons eu la première vraie conversation depuis 3 ans. Il m'a expliqué qu'après le divorce, ma mère avait rendu presque impossible pour lui de me voir. Elle avait déménagé sans le lui dire, changé de numéro de téléphone et menacé de poursuites judiciaires chaque fois qu'il essayait d'entrer en contact. Il avait payé fidèlement la pension alimentaire et avait engagé des détectives privés pour essayer de nous retrouver. Ta mère a dit au tribunal que j'essayais de te kidnapper, m'a-t-il expliqué tristement. Elle m'a dépeint comme une sorte de personne dangereuse qui voulait te voler. L'ordonnance restrictive rendait illégal pour moi de te contacter directement. Mais pourquoi n'as-tu pas continué à essayer? Ai-je demandé. Je n'ai jamais cessé d'essayer, Léa. J'ai des avocats qui travaillent là-dessus constamment, mais le système est compliqué quand un parent veut complètement exclure l'autre. On m'a dit que forcer le contact pourrait te traumatiser davantage si ta mère t'avait convaincu que j'étais dangereux. Il m'a montré des photos sur son téléphone de la chambre qu'il avait gardée pour moi dans sa maison, exactement comme je l'avais laissée à 5 ans, juste mise à jour avec des meubles et des jouets adaptés à mon âge. Je n'ai jamais perdu l'espoir que tu reviennes à la maison, a-t-il dit. Sa maison était incroyable. On aurait dit qu'elle sortait d'un magazine, avec des baies vitrées donnant sur le Puget Sound. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point l'endroit semblait calme et paisible. Il n'y avait pas de tension, pas besoin de marcher sur des œufs, pas de sentiment d'être un fardeau indésirable. Ce premier soir, mon père m'a fait des crêpes pour le dîner parce que je lui avais dit que c'était mon plat préféré. Nous avons regardé des films et il m'a laissé veiller tard juste pour parler. Il m'a posé des questions sur l'école, mes amis, ce que j'aimais lire. Personne ne s'était intéressé à mes goûts depuis si longtemps que j'avais presque oublié que j'en avais. Au cours des jours suivants, les avocats de mon père ont travaillé jour et nuit. Il s'est avéré que ce que ma mère avait fait n'était pas seulement moralement répréhensible, mais juridiquement problématique. Abandonner un enfant mineur dans un aéroport pouvait être considéré comme une mise en danger d'enfant. Le fait qu'elle l'ait fait délibérément, comme en témoignait l'appel téléphonique que l'aéroport avait enregistré dans le cadre de son protocole de sécurité, rendait la chose encore pire. Pendant ce temps, j'en apprenais plus sur la vie de mon père. Gordon Calvinson n'était pas seulement un homme d'affaires prospère. Il était l'un des hommes les plus riches de Seattle. Il possédait une entreprise technologique qui avait révolutionné les systèmes de sécurité en ligne. Il employait plus de 2000 personnes et avait fait la couverture de magazines que j'avais vus dans les épiceries sans jamais faire le lien avec mon père. Mais plus important encore, j'ai appris qu'il était gentil. Il employait un personnel à temps plein chez lui, mais il prenait quand même le temps de cuisiner avec moi, de m'aider à faire mes devoirs et de me lire des histoires le soir, tout comme il le faisait quand j'étais petite. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que quelqu'un voulait vraiment ma présence. Mon père m'a inscrite dans une école privée près de chez lui, et je me suis épanouie comme jamais auparavant. Les professeurs étaient attentifs, les autres enfants étaient amicaux, et je n'avais plus à m'inquiéter que Kylie ou Noah me rendent la vie misérable. J'ai commencé à prendre des cours de piano, j'ai rejoint le club d'art de l'école et je me suis même fait des amis qui m'invitaient chez eux pour jouer. 2 semaines après mon abandon à l'aéroport, ma mère et sa nouvelle famille sont revenus d'Hawaï. Selon le détective privé de mon père, qui surveillait la situation, elle n'a même pas remarqué que je n'étais pas à la maison pendant plusieurs heures.
Quand elle a finalement appelé la police pour signaler ma disparition, ils l'ont informée que j'étais en sécurité et qu'elle devait contacter l'équipe juridique de Gordon Calvinson. Le premier appel est arrivé ce soir-là. Mon père a répondu et a mis le haut-parleur après m'avoir demandé si j'étais d'accord pour entendre ce qu'elle avait à dire. « Gordon, qu'est-ce que tu crois faire, bon sang ? Tu as kidnappé ma fille. » La voix de mon père était calme mais glaciale. « J'ai secouru ma fille après que tu l'aies abandonnée dans un aéroport, Annette. Il y a une différence significative. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu un malentendu. Il existe un enregistrement de ton appel téléphonique où tu dis explicitement à une enfant de 8 ans de se débrouiller et de trouver son propre chemin pour rentrer. Veux-tu que je te le fasse écouter ? » Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. « Je veux qu'elle revienne immédiatement, » a finalement dit ma mère, mais sa voix avait perdu de son assurance. « Cela n'arrivera pas, » a répondu mon père. Mes avocats ont déjà déposé une demande de garde d'urgence pour abandon et mise en danger. Léa reste avec moi. Tu ne peux pas faire ça. Je suis sa mère. J'ai pris le téléphone des mains de mon père. Maman. Ma voix était stable, ce qui m'a surprise. Léa, ma chérie, rentre à la maison. Tout cela n'est qu'un gros malentendu. Non, ce n'en est pas un, dis-je doucement. Tu m'as laissé seule dans un aéroport parce que Calvin ne voulait pas de moi pour vos vacances en famille. Tu m'as dit que j'étais pathétique et collante. Tu as dit que je n'étais que des drames inutiles. Léa, je ne pensais pas. Si, tu le pensais. Et je ne reviendrai pas. J'ai rendu le téléphone à mon père et je suis allée dans ma chambre. Je pouvais entendre ma mère hurler au téléphone, proférant des menaces et des exigences, mais je ne ressentais que du soulagement. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en sécurité et désirée. La bataille juridique qui a suivi a été rapide et décisive. L'abandon dont j'avais été victime était bien documenté, et mon père avait des preuves de ces années de tentatives pour maintenir le contact, qu'elle avait bloqué. Le tribunal a été particulièrement perturbé par l'appel téléphonique enregistré et le fait qu'elle ait quitté le pays sans s'assurer que j'avais un moyen de rentrer. Durant cette période, j'ai commencé à voir une pédopsychologue nommée Dr Amanda Chen, qui m'a aidé à assimiler ce qui s'était passé. Au cours de nos séances, j'ai commencé à comprendre que la façon dont j'avais été traitée n'était ni normale ni acceptable. Le Dr Chen m'a aidé à réaliser que j'avais marché sur des œufs pendant des années, essayant constamment de mériter un amour qui aurait dû être donné librement. Léa, a-t-elle dit lors d'une de nos séances, ce qui t'est arrivé n'est pas parce que tu n'étais pas assez bien. C'est le résultat d'adultes faisant des choix égoïstes et faillissant à leurs responsabilités. Grâce à la thérapie, j'ai aussi commencé à me souvenir de choses que j'avais refoulées. Comme la fois où Calvin avait, accidentellement, jeté mon projet de science la veille du jour où je devais le rendre, prétendant qu'il pensait que c'était des ordures, ou quand Kylie m'avait coupé les cheveux pendant mon sommeil, puis avait convaincu ma mère que je l'avais fait moi-même pour attirer l'attention. Ces souvenirs ont afflué, et avec eux une image plus claire de la toxicité de mon environnement familial. Mon père a été incroyablement solidaire tout au long de ce processus. Il a assisté à certaines séances avec moi et je l'ai vu lutter contre sa propre culpabilité de ne pas avoir pu me protéger plus tôt. Lors d'une séance particulièrement émouvante, il a fondu en larmes. « J'aurais dû me battre plus fort », a-t-il dit. « J'aurais dû ignorer l'ordonnance restrictive et trouver un moyen de te sortir de là. » Le Dr Chen nous a aidés tous les deux à comprendre que mon père avait été dans une position impossible. Le système juridique nous avait fait défaut à tous les deux, et ma mère avait été incroyablement manipulatrice en le dépeignant comme une menace. Pendant ce temps, la détective privée de mon père, une femme perspicace nommée Isla Moreno, continuait de découvrir des informations troublantes sur le passé de Calvin. Elle a découvert que ce n'était pas la première fois qu'il encourageait une partenaire à abandonner ses enfants issus de relations précédentes. Sa première femme, Claudia, avait perdu la garde de ses 2 fils après que Calvin l'eut convaincu qu'ils étaient un frein à leur nouvelle vie ensemble. La détective Moreno a organisé une rencontre pour que je parle avec Claudia, maintenant remariée et essayant désespérément de reconstruire sa relation avec ses fils. La conversation a été révélatrice et déchirante.
Calvin a cette façon de te faire sentir que tu dois choisir entre tes enfants et ton bonheur, a expliqué Claudia. Il commence doucement, faisant de petits commentaires sur la facilité de la vie sans les complications liées aux ex et aux gardes partagés. Puis il monte en puissance pour te faire sentir coupable de faire passer les besoins de tes enfants en premier. Elle m'a raconté comment Calvin l'avait convaincu que ses fils en voulaient à son nouveau mariage et essayait intentionnellement de saboter leur relation. Il avait coaché Kylie et Noah pour qu'ils soient doux et charmants quand elle était là, créant un contraste frappant qui faisait paraître ses propres enfants difficiles et ingrats. Le pire, a dit Claudia à travers ses larmes, c'est que je l'ai cru. J'ai choisi cet homme plutôt que mes propres enfants, et maintenant mes garçons me parlent à peine. Ils sont adolescents maintenant, et ils ne m'ont jamais pardonné de les avoir abandonnés. Cette conversation a été enregistrée avec la permission de Claudia et est devenue une preuve cruciale dans notre dossier. Elle établissait un schéma clair du comportement manipulateur de Calvin et montrait que ce qui m'était arrivé n'était pas un incident isolé. Mais le véritable choc est venu lorsque l'enquête de mon père a révélé plus de détails sur Calvin et ses enfants. Il s'est avéré que Calvin avait un historique de comportement manipulateur avec les enfants de sa précédente femme. Son ex-femme avait perdu la garde en partie parce que Calvin l'avait convaincu de prioriser leur relation par rapport à ses enfants d'un mariage précédent. Kylie et Noah avaient été entraînés à être hostiles envers les beaux enfants afin de maintenir leur position de favoris aux yeux de Calvin. La détective Moreno a également découvert des irrégularités financières. Calvin isolait systématiquement ma mère de son propre argent tout en obtenant l'accès à la pension alimentaire que mon père payait. Les relevés bancaires montraient que l'argent destiné à mes soins avait été utilisé pour payer les frais de scolarité privés de Kylie et Noah, des activités extrascolaires coûteuses et des achats de luxe. Votre mère a signé une procuration financière à Calvin seulement 6 mois après leur mariage, a expliqué la détective Moreno à mon père et moi. Il contrôlait tous les aspects de ses finances, y compris les paiements de la pension alimentaire. Légalement, cela pourrait constituer une fraude. Cette découverte a conduit au dépôt de charges criminelles supplémentaires contre Calvin. Non seulement il avait encouragé l'abandon d'enfants, mais il avait aussi détourné l'argent destiné à mes soins pour en faire profiter ses propres enfants. Les preuves continuaient de s'accumuler. Les dossiers scolaires montraient que, tandis que les notes et les activités de Kylie et Noah étaient méticuleusement suivies et soutenues, mes difficultés scolaires avaient été ignorées. Les réunions parents-professeurs auxquelles ma mère assistait se concentraient exclusivement sur les éloges de Kylie et Noah, tout en rejetant les inquiétudes concernant mon bien-être émotionnel. Mon ancienne institutrice, Madame Patterson, a témoigné qu'elle avait essayé à plusieurs reprises de contacter ma mère au sujet de la baisse de mes résultats et des signes évidents de détresse. Léa est passée d'une élève brillante et engagée à une enfant renfermée et anxieuse, a-t-elle dit. Quand j'appelais à la maison, Calvin répondait et balayait mes inquiétudes, disant que Léa cherchait juste de l'attention. Madame Patterson a également révélé qu'elle avait été si inquiète pour mon bien-être qu'elle avait contacté les services de protection de l'enfance. Mais Calvin les avait convaincus que j'avais simplement du mal à m'adapter à la nouvelle dynamique familiale et qu'il gérait cela avec une discipline appropriée. L'assistante sociale qui avait enquêté, Janet Williams, a été assignée à témoigner. Elle a admis que Calvin avait été très convaincant et avait présenté ce qui semblait être une explication raisonnable à mes changements de comportement. Cependant, elle a reconnu que si elle avait su pour son passé avec les enfants de Claudia, elle aurait creusé davantage. Pendant cette période, je construisais aussi des relations avec la famille élargie de mon père. Ma grand-mère paternelle, Eleanor, est venue de New York pour me rencontrer. C'était une femme formidable de 70 ans qui avait bâti son propre empire immobilier prospère. Je n'ai jamais cru aux mensonges d'Annette sur ton père, m'a-t-elle dit fermement. Gordon est un homme bon qui t'aime profondément. J'ai mis de l'argent de côté pour tes études universitaires chaque année depuis le divorce, espérant qu'un jour tu reviendrais vers nous. Ma grand-mère avait également conservé des dossiers détaillés des tentatives de mon père pour maintenir le contact avec moi. Elle avait des copies de chaque document juridique, de chaque lettre qui avait été retournée, et de chaque chèque de pension alimentaire qui avait été encaissé. Sa tenue méticuleuse des dossiers est devenue une autre pièce maîtresse puissante dans notre affaire. Grâce à ma grand-mère, j'ai aussi appris la lutte de mon père contre la dépression après avoir perdu le contact avec moi.
Elle m'a montré des photos de la chambre qu'il avait maintenue pour moi, la mettant à jour chaque année avec des décorations et des jouets adaptés à mon âge. Il y avait des cadeaux d'anniversaire qu'il m'avait achetés chaque année, emballés et en attente, espérant qu'un jour je rentrerai à la maison. Il n'a jamais abandonné, dit-elle en me montrant un placard rempli de cadeaux soigneusement conservés. Chaque Noël, chaque anniversaire, chaque étape importante qu'il pensait que tu pourrais atteindre, il t'achetait quelque chose et le gardait. Ouvrir ces cadeaux était à la fois déchirant et guérisseur. Il y avait des livres pour chaque niveau de lecture, du matériel d'art, des vêtements dans des tailles que j'avais dépassées, et des jouets qui montraient avec quel soin mon père avait essayé d'imaginer ce que je pourrais aimer en grandissant. Chaque cadeau représentait son amour et son espoir pendant nos années de séparation. Mon père m'a aussi présenté à son meilleur ami et partenaire commercial, James, qu'il avait soutenu à travers les batailles juridiques et le traumatisme émotionnel de notre séparation. James et sa femme, Carol, avaient 2 filles de mon âge, et ils m'ont immédiatement accueilli dans leur cercle familial. Ton père parlait de toi constamment, m'a dit James. À chaque voyage d'affaires, chaque décision majeure, chaque succès, il disait toujours qu'il souhaitait que tu puisses être là pour le partager avec lui. Carol m'a montré un album photo que mon père avait créé avec des photos de moi de la naissance à l'âge de 5 ans, ainsi que des photos professionnelles qu'il avait engagé des photographes pour prendre de loin lors de mes événements scolaires. Ma mère ayant refusé de partager des photos avec lui, il avait dû recourir à l'embauche de personnes pour assister à mes pièces de théâtre et événements sportifs juste pour avoir des images de moi grandissant. Il n'a jamais manqué une pièce de théâtre scolaire, dit doucement Carol. Il ne pouvait pas y assister à cause de l'ordonnance restrictive, mais il s'assurait que quelqu'un était là pour te photographier. Il a des photos de chaque spectacle, chaque cérémonie de remise de prix, chaque journée sportive. Apprendre jusqu'où mon père était allé pour rester connecté à ma vie, même à distance, m'a fait comprendre la profondeur de son amour et l'étendue de la cruauté de ma mère en nous gardant séparés. Le tribunal a accordé à mon père la garde exclusive, avec des visites supervisées pour ma mère. Elle a également été tenue de suivre une thérapie et des cours de parentalité avant que toute visite non supervisée puisse être envisagée. Quand ma mère est retournée dans notre ancienne maison, elle l'a trouvée exactement comme elle l'avait laissée, à l'exception de ma chambre, qui était complètement vide. Mon père avait engagé une entreprise de déménagement pour emballer toutes mes affaires pendant qu'elle était à Hawaï. Mais ce qui l'a vraiment mise en rage, ce sont les papiers juridiques qui l'attendaient sur la table de la cuisine. En plus du changement de garde, mon père la poursuivait pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, mise en danger d'enfant et violation de ses droits parentaux. Les documents incluaient également un relevé détaillé de la pension alimentaire qu'il avait payée, qu'elle était maintenant tenue de rembourser puisqu'elle lui avait refusé l'accès à sa fille. Mais le plus dévastateur était peut-être le dernier document de la pile, une ordonnance restrictive interdisant à Calvin de s'approcher à moins de 150 mètres de moi. Les enquêteurs de mon père avaient découvert des preuves documentées du comportement émotionnellement abusif de Calvin envers ses beaux-enfants, y compris le témoignage sous serment de sa précédente femme, Claudia, concernant ses habitudes de manipulation et d'intimidation, ce que le tribunal a jugé suffisant pour le considérer comme une menace directe pour mon bien-être. La première visite supervisée avec ma mère a été programmée 3 semaines plus tard. Elle est arrivée à l'établissement désigné par le tribunal, l'air hagard et désespéré. Calvin n'était pas autorisé à venir et elle avait dû laisser Kylie et Noah à la maison. « Léa, s'il te plaît » a-t-elle supplié dès qu'elle m'a vue. J'ai fait une erreur. J'étais stressée par le voyage et Calvin me mettait la pression et je ne pensais tout simplement pas clairement. Tu dois rentrer à la maison. J'ai regardé cette femme qui m'avait donné naissance, que j'avais aimée inconditionnellement pendant 8 ans, et je n'ai ressenti que de la pitié. Maman, tu n'as pas fait une erreur. Tu as fait un choix. Tu as choisi Calvin et ses enfants plutôt que moi. Ce n'est pas vrai. Tu es ma fille. Quand est-ce que tu as agi comme telle pour la dernière fois ? Ai-je demandé doucement. Quand as-tu fait passer mes besoins en premier pour la dernière fois ? Quand as-tu fait en sorte que je me sente aimée et désirée pour la dernière fois ? Elle ne pouvait pas répondre parce que nous connaissions toutes les deux la vérité. Même avant l'incident de l'aéroport, elle m'avait lentement poussé hors de sa vie pour faire de la place à sa nouvelle famille. Les visites supervisées ont continué pendant plusieurs mois, mais elles devenaient de plus en plus tendues.
Ma mère passait son temps à essayer de me convaincre de revenir, faisant des promesses qu'elle ne pouvait pas tenir, et dépeignant mon père comme un méchant qui me manipulait. Elle ne pouvait pas comprendre que j'étais sincèrement plus heureuse sans elle. Pendant ce temps, ma vie avec mon père continuait de s'épanouir. Il s'est remarié quand j'avais 12 ans avec une femme merveilleuse nommée Monica, qui avait 2 filles à elle, Tarine et Grace. Mais contrairement à mon expérience avec la famille de Calvin, Monica a fait tous les efforts pour m'inclure et me faire sentir la bienvenue. Tarine et Grace sont devenues les sœurs que j'avais toujours voulues, et nous avons développé un lien étroit qui perdure à ce jour. Mon père s'est assuré que je comprenne que Monica et ses filles ne remplaçaient personne. Elles étaient des additions à notre famille. Il ne m'a jamais demandé d'appeler Monica, maman, ou de prétendre que ma relation compliquée avec ma mère biologique n'existait pas. Il a simplement fourni un environnement stable et aimant où je pouvais guérir et grandir. Au moment de mes 10 ans, les visites supervisées de ma mère s'étaient réduites à une fois tous les quelques mois. Elle était en difficulté financière parce que Calvin l'avait quittée lorsqu'il était devenu clair que les batailles juridiques ne cesseraient pas. Apparemment, son idée d'une famille parfaite n'incluait pas de gérer les conséquences de l'abandon d'enfants. Kylie et Noah, qui avaient été si cruels envers moi quand ils pensaient être à l'abri dans les faveurs de leur père, connaissaient leurs propres difficultés. Sans moi comme bouc émissaire, ils s'étaient retournés l'un contre l'autre, et la vraie nature de Calvin devenait apparente pour tout son entourage. Quand j'ai eu 14 ans, mon père m'a surprise avec le cadeau le plus significatif que j'ai jamais reçu. Il avait mandaté un détective privé pour localiser mon amie d'enfance, Sofia Vega, qui avait été ma meilleure amie avant le remariage de ma mère. Sofia avait déménagé lorsque son père avait été muté et j'avais perdu contact avec elle pendant tout le chaos avec la famille de Calvin. J'ai pensé que tu aimerais peut-être reprendre contact, a dit mon père en me tendant une lettre de Sofia. Sofia et moi avons commencé à correspondre régulièrement, et finalement sa famille m'a invité à leur rendre visite en Californie pendant les vacances d'été. C'était la première fois que je voyageais sans mon père depuis l'incident de l'aéroport, et j'étais nerveuse, mais excitée. Les retrouvailles avec Sofia furent tout ce que j'avais espéré. Nous avons repris notre amitié comme si le temps ne s'était pas écoulé, et sa famille m'a traité comme si j'avais toujours fait partie de leur vie. Les parents de Sofia, Rosa et Miguel, étaient chaleureux et accueillants, et ils m'ont aidé à comprendre à quoi ressemblait une dynamique familiale saine. Tu as l'air tellement plus heureuse maintenant, a observé Sofia lors d'une de nos conversations tardives. Je me souviens à quel point tu devenais tendue avant que je déménage. Tu avais toujours peur de dire ou de faire la mauvaise chose. À travers les yeux de Sofia, j'ai commencé à voir à quel point j'avais changé. L'enfant anxieuse et cherchant à plaire que j'avais été avait disparu, remplacé par quelqu'un de confiant et sûr de sa place dans le monde. Cette visite m'a aussi donné une perspective sur à quel point ma situation avec la famille de Calvin avait été anormale. Durant ma 2e année de lycée, un événement inattendu a ramené mon passé dans mon présent de manière brutale. Kylie, maintenant âgée de 18 ans et aux prises avec ses propres problèmes, m'a contactée via les réseaux sociaux. Elle vivait dans un foyer de groupe après être sortie du système de placement familial, et son message était rempli d'excuses et de regrets. « Je sais que tu me détestes probablement », écrivait-elle. « Mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolée de la façon dont nous t'avons traité. Calvin nous a fait croire que si nous n'étions pas méchants avec toi, il nous enverrait ailleurs, nous aussi. Nous n'étions que des enfants et nous avions peur. » J'ai montré le message à mon père et au docteur Chen, que je voyais encore occasionnellement pour des bilans. Ils m'ont tous deux encouragée à répondre si je me sentais prête, mais à être prudente pour protéger mon propre bien-être émotionnel. J'ai décidé de rencontrer Kylie dans un lieu neutre, avec mon père attendant à proximité. Ce que j'ai appris d'elle a complété certaines pièces manquantes du puzzle qu'avait été mon enfance. Kylie a expliqué que Calvin avait été émotionnellement abusif envers elle et Noah aussi, juste de manière différente. Il les avait convaincus que les beaux enfants étaient des menaces pour la stabilité familiale et qu'ils devaient travailler activement à m'exclure sous peine de perdre leur place dans la famille. Il nous a dit que ton père était riche et dangereux, a dit Kylie, les larmes coulant sur son visage. Il a dit que si nous étions gentils avec toi, ton père essaierait de nous enlever à notre mère et que nous finirions en foyer d'accueil. Nous avions tellement peur que nous faisions tout ce qu'il disait.
Elle a également révélé que Calvin les avait coachés sur ce qu'il fallait dire et faire pour que je me sente indésirable. La destruction, accidentelle, de mes affaires, les commentaires cruels, même les rires pendant l'appel téléphonique à l'aéroport, tout cela avait été orchestré par Calvin dans le cadre de sa campagne pour m'éliminer de la famille. Noah et moi nous sentions mal à propos de ce que nous faisions, a avoué Kylie. Mais Calvin disait que c'était nécessaire pour protéger notre famille. Quand tu es finalement parti, nous pensions que nous serions en sécurité, mais ensuite il s'est retourné contre nous. Sans toi comme cible, il a commencé à trouver à redire à tout ce que nous faisions. Les révélations de Kylie ont mené à une autre enquête, cette fois sur le traitement de Calvin envers ses propres enfants. Les services sociaux ont découvert qu'après mon départ, Calvin était devenu de plus en plus contrôlant et abusif envers Kylie et Noah. Quand ma mère a essayé de les défendre, Calvin s'est retourné contre elle aussi, abandonnant finalement toute la famille lorsque la pression juridique et financière est devenue trop intense. Les autorités ont retrouvé la trace de Calvin dans un autre état où il était déjà en train d'isoler une autre femme de ses enfants. Il a été arrêté pour de multiples chefs d'accusation, y compris mise en danger d'enfants, fraude et abus émotionnels. Le schéma de son comportement à travers plusieurs familles a dressé un tableau clair d'un prédateur qui détruisait systématiquement les relations familiales pour son propre bénéfice. Noah, maintenant âgé de 22 ans, m'a également contacté après que l'arrestation de Kylie a fait la une des journaux. Ses excuses étaient plus courtes, mais non moins sincères. Il avait lutté contre la toxicomanie et avait passé du temps en détention juvénile, des conséquences qu'il attribuait directement au traumatisme de vivre sous la manipulation de Calvin. « Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes », a-t-il dit lors de notre brève conversation téléphonique. Mais je veux que tu saches que voir à quel point tu es heureuse maintenant me donne l'espoir que je peux reprendre ma vie en main, moi aussi. Ces conversations avec Kylie et Noah m'ont aidé à comprendre que les abus de Calvin s'étaient étendus bien au-delà de moi. D'une manière tordue, mon retrait de cet environnement toxique m'avait en fait protégé d'années de dommages psychologiques supplémentaires. Quand j'avais 16 ans, ma mère a fait une dernière tentative pour renouer avec moi. Elle avait suivi une thérapie, terminé ses cours de parentalité et prétendait avoir appris de ses erreurs. Elle voulait reconstruire notre relation. J'ai accepté de la rencontrer, non pas parce que je voulais qu'elle revienne dans ma vie, mais parce que je voulais tourner la page. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de mon école, et je l'ai à peine reconnue. Elle paraissait plus vieille, usée par des années de lutte avec les conséquences de ses choix. « Je sais que je ne mérite pas le pardon », a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage. Mais je veux que tu saches que t'abandonner a été la plus grande erreur de ma vie. Pas un jour ne passe sans que je ne le regrette. Je te crois, ai-je dit, et je le pensais. Mais le regret n'efface pas les dégâts, maman. Tu ne m'as pas juste abandonné à un aéroport. Tu as passé des années à me faire sentir indésirable et mal aimée. Tu as choisi un homme et ses enfants plutôt que ta propre fille, à plusieurs reprises. Je sais, et j'ai tout perdu à cause de ça. Calvin m'a quitté. Kylie et Noah ne veulent plus me parler. Je suis seule, et je sais que c'est ce que je mérite. Je ne veux pas que tu sois seule, ai-je dit honnêtement. Mais je ne peux pas être la personne qui répare ça pour toi. J'ai construit une vie sans toi et je suis heureuse. J'ai une famille qui m'aime et me fait me sentir valorisée. Je ne peux pas revenir en arrière et me sentir à nouveau comme si je n'étais pas assez. Ce fut la dernière fois que j'ai parlé à ma mère pendant plusieurs années. J'ai appris par des connaissances communes qu'elle avait fini par déménager à l'autre bout du pays pour recommencer à zéro. J'espère qu'elle a trouvé la paix, mais je ne pouvais pas faire partie de ce voyage. J'ai obtenu mon diplôme en tant que major de ma promotion au lycée et j'ai reçu une bourse complète pour l'université de Stanford où j'ai étudié le commerce et la psychologie. Le soutien académique et la stabilité fournis par mon père m'avaient permis non seulement de me remettre de mes difficultés passées, mais d'exceller au-delà de tout ce que j'avais imaginé possible. Mon père était là pour chaque étape, chaque réussite, chaque moment difficile. Monica, Tarine et Grace sont devenues mes plus grandes supportrices et mes confidentes les plus proches. À l'université, j'ai rencontré mon mari, Michael, qui vient d'une famille aimante qui m'a accueilli à bras ouverts. Quand je leur ai raconté mon histoire, ils ont été horrifiés, mais aussi impressionnés par ma résilience.
Les parents de Michael, Johan et Robert, sont devenus comme des grands-parents pour moi, comblant un autre vide dont je n'avais pas réalisé l'existence. J'ai maintenant 23 ans et je travaille comme défenseur des droits de l'enfant, aidant les familles à naviguer dans les conflits de garde et protégeant les enfants de situations comme celles que j'ai vécues. J'ai témoigné devant les législatures d'État sur l'importance de faire respecter les droits parentaux et les dommages à long terme que l'aliénation parentale peut causer. Mon père et moi restons incroyablement proches. Il m'a conduite à l'hôtel lors de mon mariage l'année dernière, et il sera dans la salle d'accouchement le mois prochain quand son premier petit enfant naîtra. Monica organise la baby shower, et Taryn et Grace se disputent pour savoir qui sera la tante préférée. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de ma mère. Elle avait vu mon annonce de mariage dans le journal et voulait me féliciter. Elle a inclus une photo d'elle, l'air en bonne santé et heureuse, accompagnée d'une note disant qu'elle était devenue famille d'accueil pour des enfants plus âgés qui avaient besoin de foyers temporaires. « Je ne pourrai jamais défaire ce que je t'ai fait », écrivait-elle. Mais je peux essayer d'aider d'autres enfants qui ont été abandonnés ou négligés. Je pense à toi tous les jours, et je suis fière de la femme que tu es devenue, même si je n'y suis pour rien. Je t'aime, et je t'aimerai toujours. J'ai gardé la lettre, mais je n'ai pas répondu. Certaines blessures guérissent, mais elles laissent des cicatrices qui servent de rappel. Je ne déteste plus ma mère, mais je n'ai pas non plus besoin d'elle dans ma vie. J'ai appris que la famille ne se résume pas au lien du sang. Il s'agit des personnes qui sont présentes pour vous, qui vous font vous sentir valorisé, et qui vous aiment inconditionnellement. La petite fille qui a été abandonnée à cet aéroport a grandi pour devenir forte, accomplie et entourée de gens qui ne rêveraient jamais de la laisser derrière eux. D'une certaine manière, ma mère m'a rendu service ce jour-là. Elle m'a montré ce que je ne voulais pas être, et elle m'a conduite vers la famille que j'étais censée avoir. À quiconque lisant ceci qui a vécu l'abandon ou le rejet d'un parent, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas un reflet de votre valeur, et cela ne définit pas votre avenir. Parfois, la famille que vous choisissez est meilleure que la famille dans laquelle vous êtes né. Et à tout parent qui pourrait envisager de prioriser une nouvelle relation par rapport à ses enfants, ne le faites pas. Les dégâts que vous infligez dureront toute une vie, et les conséquences s'étendront bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Les enfants se souviennent de tout et ils méritent mieux que d'être traités comme des objets jetables.